minutes. On va garder les 5-10 dernières minutes de la table ronde pour les questions de la salle. Ça vous fait 9 minutes chacun. S'il vous plaît, je porte le chapeau. Il n'y a pas de pause, on enchaîne avec les communications, voilà, probablement de Thierry. Donc de Thierry Jean-Broc et Gilles Ménigaud. Voilà. D'accord. Voilà, alors je vais vous présenter. Donc, M. Bordage a déjà pris la parole, M. Klein a pris la parole. Je ne prendrai pas la peine de vous représenter formellement, mais je vais le faire pour Sylvie Bérard, qui enseigne la littérature québécoise et la science-fiction à Trent, en Ontario, mais au Canada, mais qu'on a invité à titre de romancière SF. Je dois dire qu'elle dirige ou elle co-dirige un projet sur la SF comme instrument de prospection, de prospective sociale. Tu y es, d'accord. Elle est l'auteure de Terre des Autres, prix des lecteurs de Radio-Canada en 2005, et elle a publié l'automne dernier, l'automne 2011, la saga d'Illige. Elisabeth von Arbour, qui porte plusieurs chapeaux, romancière, c'est notre grande dame de la SF. Elle savait. Mais elle est également poète, traductrice. Elle est ou a été chargée de cours en littérature et création littéraire à l'Université du Québec à Chicoutimi, entre autres. Et Natacha, est-ce que je peux te demander de présenter monsieur... Xavier va se... Il va se présenter? Voilà. Ouais. Je vais juste te présenter. Voilà. Donc, je dis deux mots sur Xavier Mauméjean, qui est donc un écrivain français de science-fiction, mais pas quand même que de ça. Il va nous dire lui-même, parce qu'il écrit en fait dans plusieurs genres, dont le policier, dont la parodie. Voilà, donc il va se présenter. Xavier est écrivain, mais il est également enseignant en philosophie. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a quand même une carrière très riche, et qui connaît aussi très bien les théories sur la science-fiction, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous l'avons invité, qu'il avait toute sa place parmi nous. Xavier, voilà, il se présente juste deux mots sur... Non, c'est très bien présenté. Je rajouterais juste que je suis aussi directeur de collection. Voilà. Parfait, alors c'est la question, c'est les chapeaux multiples, encore une fois. Voilà, alors il y a là beaucoup d'érudition, beaucoup de talent, beaucoup de passion et de chapeaux. Je vais les laisser parler très bientôt. Pour les orienter, peut-être, je regarde la question et je vous invite aussi, peut-être, au moment de la prise de parole, à décortiquer la question elle-même, ce qui est souvent un exercice enrichissant. Donc, cette question, écrire la science-fiction en français, des imaginaires et des styles singuliers. Il y a là beaucoup de gros mots, le mot imaginaire, le mot style. Et si je comprends bien, donc écrire la science-fiction en français, c'est par opposition peut-être à l'écriture de la science-fiction dans une autre langue. On a des traducteurs, on a des lecteurs de science-fiction aussi, ici, directeur littéraire, donc éditeur, directeur de collection. Et pour lancer, peut-être que je peux formuler de façon autre, plus simple, où on verra cette même question. Y a-t-il, croyez-vous qu'il y ait un imaginaire propre à la SF en français? Et cet imaginaire, si on parle de la langue française, est-il national? Et là, je reviens aux obsessions des Québécois pour l'identité et la langue. Alors, je vais donc vous demander de réagir à cette question. On peut peut-être commencer comme ça, à ce bout de la table, du salon. Oui, c'est très vaste hein, comme question, c'est pas facile de commencer. Alors, effectivement, moi je préférais la reformuler en imaginaire francophone. Et là, c'est plutôt
l'éditeur qui parle parce que dirigeant une collection qui veut être d'expression française, je reçois des manuscrits de France bien sûr, mais aussi d'autres pays francophones, Québec principalement, mais aussi Afrique, et on peut parler d'un imaginaire qui est à la fois extrêmement cohérent dans ses concepts et dans son expression, puis en même temps de singularité. Et j'aimerais, enfin moi si je devais m'approprier la question du débat, je la transformerais immédiatement en imaginaire francophone. Alors ensuite, elle est vraiment touffue hein, cette question. Concernant le style, c'est ça puis en plus on a 9 minutes. Des voix singulières. Alors, voix singulière, là c'est en tant qu'auteur cette fois-ci. Moi en tant qu'auteur, je travaille pas sur la langue en tant que finalité. En tant qu'écrivain, j'utilise la langue comme un moyen, non pas comme une fin, et en plus comme un signe qui ne tend pas vers l'autobiographie. Donc j'élimine déjà dans le style et dans l'utilisation de cette langue française qui est la mienne, toute référence autobiographique et toute finalité en soi. Ce qui ne fait pas du style un pis-aller, mais bien au contraire un moyen adapté à chaque roman en tant que fin en soi. Une sorte de cause motrice quoi, qui conduit à la fin en soi. Donc, ayant éliminé toute partie autobiographique, autant que faire se peut, et toute intention de style continuel, j'adapte le style à tel ou tel roman. Et donc, à partir de là, j'ai une démarche plastique, quasiment, qui est de créer différents fichiers, de composer vraiment de façon très... en référence aux arts plastiques, de composer une sorte de fresque à partir de mots, de phrases, d'idées, qui sont donc une utilisation de la langue visuelle, et non pas auditive, ou dont le sens est à la fois occulté, puisqu'il réapparaît dans l'écriture, mais il est à la fois présent sous forme de notes, d'images, etc. Et petit à petit, je grossis ces fichiers. Il y a autant de fichiers qu'il y aura de chapitres, plus ou moins, un ou deux près. Et à la fin, le style va lier l'ensemble de ces fichiers. Donc, le style et la langue française qui est la mienne en tant qu'auteur est un outil qui se départit de sa propre singularité et de sa référence biographique. Et donc cette fois-ci, quitte à répéter, par contre, en tant qu'éditeur, je sens, mais c'est de l'ordre vraiment du sensible, de véritables modalités françaises, mais qui ne sont pas l'apanage que de la France, loin de là. Voilà, en gros, bon, c'est un peu ponctuel, hein, c'est pas du tout lié parce que la question elle-même est très très riche, mais c'est à peu près à partir de ce sur quoi moi, en tout cas, je voulais insister. J'ajouterai une dernière toute petite chose, cette fois-ci en tant qu'auteur de pièces radiophoniques pour France Culture, où là on a à la fois un rapport à la langue écrite et un rapport à la langue orale. Je me suis rendu compte en 10 ans, ça fait 11 ans que j'écrivais pour France Culture, soit des créations, soit des adaptations, qu'avec le rapport à la langue a changé. Je vais traîner la phrase parce que je ne me rappelle pas le podcaster. Voilà. Maintenant qu'on peut podcaster des émissions, on sent un véritable changement dans l'écriture de pièces radiophoniques, puisque avant les dramatiques radio étaient écoutées en tant que telles. L'auditeur est à peu près figé, tandis que maintenant, dès lors que la dramatique qui passe à 23h peut être podcastée à 11h30 au moment où je prépare le repas, il faut changer la langue de manière à ce que, par exemple, utiliser tout bêtement des synonymes, de manière à permettre une compréhension du récit par quelqu'un qui fait autre chose. Voilà, en vrac, c'est une espèce de
foire à la farfouille, hein, mon intervention. Mais voilà à peu près toute réflexion à trac que je voulais poser. Voilà. Non, je réagissais au il faut adapter le texte pour que les gens comprennent pendant qu'ils sont en train de faire la vaisselle. C'est. Le support transporte. Pas la vaisselle. Oui, alors moi je sais pas quel chapeau mettre en premier. Je vais prendre mon chapeau d'hybride, puisque donc je vis au Québec mais que je suis d'origine française et je suis donc dans l'enviable position d'être entre les deux et de pouvoir regarder les uns et les autres avec pas tout à fait la même distance parce que je me sens beaucoup plus distante de la France que du Québec maintenant. Je voudrais rebondir sur ton imaginaire francophone cohérent. Hein? Il me semble que l'imaginaire franco-français n'est pas le même que l'imaginaire franco-québécois, n'est pas le même que l'imaginaire franco-belge, n'est pas le même que l'imaginaire franco-suisse, enfin bref, ils ne sont pas cohérents du tout. Pas pour dire qu'ils sont incohérents, je veux dire qu'ils ne se ressemblent pas vraiment les uns les autres. Ils sont séparés par l'usage d'une même langue, comme les Anglais et les Américains. Mais c'est tout. C'est pas tout, je veux dire, ils sont aussi séparés par des circonstances sociaux et trucs, d'accord, politiques, etc. Pour donner un exemple très très simple, la nostalgie de l'Empire, qui est une des thématiques quand même franco-françaises, jusqu'à un certain point, n'est pas du tout vécue de cette façon par les Québécois. Il n'y a pas de nostalgie de l'Empire chez les Québécois, par exemple. Ils ont été partis d'un empire qui les a trahis, la France, et ensuite sont tombés sous la coupe d'un autre empire. Donc la notion même le roman colonial ou post-colonial, si tu veux, n'est pas du tout ni écrit, ni reçu de la même façon. Donc, ok. Alors ça, c'est mon chapeau d'hybride. Je vois aussi qu'il y a un rapport à la langue qui est assez différent chez les Québécois et chez les Français. Les Français sont en général, se sentent propriétaires de leur langue et de leur culture, ce qui n'est pas nécessairement le cas, et qui n'est même pas vraiment le cas, je pense, pour la majorité des auteurs québécois, même encore maintenant. Donc l'écriture en français ne va pas de soi. L'écriture, d'ailleurs, ne va pas forcément de soi pour des Québécois. Donc ça, c'est un autre détail qui ferait peut-être une spécificité, parce qu'il va bien falloir dire le mot qui tue. Spécificité, singularité. Est-ce que c'est la même chose, d'ailleurs? Enfin bon. Mon chapeau de directrice littéraire, ok. J'ai tendance surtout à voir des écrivains, des voix. Je ne cherche pas les ressemblances, je cherche les différences. Donc automatiquement, pour moi, ça ne va pas être cohérent. Je vais chercher la nuance qui fait que cette voix-là parle de cette façon-là. Et bien sûr, il y a des comment dirais-je, des étiquettes, des catégories qui rassemblent. Mais même si on prend par exemple les femmes qui écrivent de la science-fiction au Québec, ben on fait toutes, il y en a 6 ou 7, 5 ou 6, et on est quand même pas mal, proportionnellement, et on écrit toutes des choses extrêmement différentes. Et pourtant, nous sommes toutes femmes, terriblement femmes, mais bon, on n'est pas de la même génération, on n'est pas du même milieu, on n'a pas le même imaginaire. L'imaginaire étant... Alors là aussi, ça me fascine ce que tu dis, de l'évacuation de l'autobiographique dans la mesure du possible. Oui, tu lâcheras pas, mais bon, c'est juste une illusion que tu entretiens, je te laisse l'entretenir. Bon. Nous avons, je pense, des biographies différentes et cela oriente notre imaginaire de telle ou telle façon. Donc, y a-t-il des imaginaires singuliers? Pour moi, la réponse est simple et courte, yes, oui. Merci. Sylvie Béran. Ben moi aussi, j'ai une question de chapeau là-dedans, non de chapelier. C'est-à-dire que si je mets mon chapeau de chercheur, c'est sûr que je peux répondre d'une façon différente sur la question de l'imaginaire. En tant qu'auteur, répondre à la question de l'imaginaire, de l'imagination, de la singularité,
C'est un petit peu plus difficile. Bon, d'une part, il y a peut-être autant d'imaginaires que d'auteurs. Hein. Bon, peu importe la langue, l'appartenance nationale. Mais de manière naïve, si j'enlève mon chapeau encore une fois de chercheur, en tant qu'auteur, on peut être troublé par les ressemblances alors que on a notre voix, mais on peut aussi par ailleurs avoir accès à des études sur notre propre corpus et se rendre compte que notre imaginaire est moins singulier qu'on croyait. Quand on se retrouve dans des anthologies ou alors dans des études qui s'attardent à plusieurs auteurs autour d'éléments communs, on peut être un peu troublé aussi en tant qu'auteur. On peut être troublé aussi parfois en ayant l'impression de faire un roman tout à fait nouveau, se dire ah, bon là je vais sortir de cette histoire-là, je vais écrire autre chose. Et au bout d'un an, on se relit et on dit ah merde, j'ai fait la même chose. Je suis encore allée dans mes obsessions, je suis encore allée dans mes singularités à moi, mais qui sont de moins en moins singulières puisque je les répète d'un texte à l'autre. Je suis d'accord aussi pour dire qu'il y a probablement des sensibilités différentes selon les régions de la francophonie où on va. Quant à moi, ça fait pas de doute. Peut-être que le point commun, cela dit, entre auteurs francophones, c'est cet accès qu'on a à toute une banque de stimuli de l'imaginaire surtout, enfin, c'est pas nécessairement en tant que francophone, c'est en tant qu'auteur bilingue capable aussi de lire des traductions, mais aussi de lire dans le texte des textes venant de différents horizons aussi. Donc, c'est peut-être des stimuli supplémentaires à l'imaginaire auxquels on a accès. Donc, il y a peut-être un élément là-dedans commun à la francophonie. En fait, même si le monde francophone est quand même assez grand, c'est pas comme l'anglais qui est la valeur par défaut parfois. Donc, ça donne accès peut-être à d'autres régions. Pour ce qui est de la singularité, par exemple, des auteurs francophones québécois, c'est sûr qu'il y a aussi les obsessions, il y a aussi les préoccupations. J'aime pas toujours les approches qui font de la littérature québécoise une littérature postcoloniale parce que, bon, ça pose toutes sortes de problèmes par rapport à qui colonise qui. Hein. Faut pas oublier aussi que les Québécois ont un passé eux-mêmes de colonisateurs avant d'avoir été plus ou moins colonisés. Là. Donc, mais il est vrai qu'il y a cet espace, ce rapport différent à l'espace, ce rapport différent à l'Empire, qui se double parfois aussi d'un rapport différent à l'espace géographique aussi. On est peut-être aussi conditionné par l'espace dans lequel on grandit, qui n'est pas le monde. Si on grandit dans un espace confiné, c'est différent que grandir dans un espace, dans des vastes espaces. Donc, peut-être effectivement, encore une fois, c'est des stimuli pour l'imagination, c'est ce qui va peut-être conditionner des images différentes dans le texte. Et puis bon, je pourrais revenir aussi sur cette question de la langue, qui est peut-être aussi une sous-catégorie aussi à la fois de l'espace, des questions postcoloniales, mais on en a déjà quand même pas mal parlé. Merci Sylvie. Je suis la marche au sud, oui, apparemment. Bon, à ce qui me concerne, j'ai écrit des choses extrêmement différentes. Il y a une partie de ce que j'ai écrit qui relevait de la littérature populaire, ce que j'ai écrit pour le Fleuve Noir en particulier, c'est-à-dire 5 titres, alors avec un 6e qui finalement paru chez De Noël après que j'ai remanié. Donc j'ai essayé là d'écrire simple, de faire correctement mon boulot. J'ai écrit d'autre part un assez grand nombre de nouvelles, enfin au moins une 60aine, et un roman avec un souci littéraire beaucoup plus marqué, peut-être surtout dans mes nouvelles. Les Seigneurs de la guerre, c'est peut-être un peu entre les deux. Puis à côté de ça, j'ai écrit plus de 500 articles, préfaces, contributions diverses, enfin, etc. Donc, bon, je dirais qu'il y a, sur le plan proprement de la fiction, il y aurait 2 tons qui ne s'opposent pas nécessairement. Bon, un ton plus simple et un ton littérairement plus recherché. Alors maintenant, si je regarde en tant qu'éditeur dans les quelques collections que j'ai dirigées,
D'abord, je ne retrouve rien d'une nostalgie. Je suis en train de réfléchir à tous les titres français que j'ai publiés, d'expression française. Il y a des Suisses, il y a des Belges. J'ai même publié aux poches Elisabeth von Hamburg. Donc, je ne vois rien qui corresponde à une quelconque nostalgie de l'Empire dans tout ce que j'ai publié et lu en français en cherchant bien entre peut-être, mais pas chez moi. Mais sur la longue période, la très longue période, je crois pouvoir, je ne suis pas sûr que ça réponde d'ailleurs à la question, établir comme distinction, c'est dans le rapport, dans cette littérature très particulière, c'est dans le rapport à la science et à la technique, enfin aux technosciences pour faire simple, ou en tout cas moderne. En France, il y a très largement une méfiance. En Grande-Bretagne, il y a une méfiance à l'endroit de l'usage, ce qui n'est pas du tout la même chose qui est fait les technosciences. Et globalement, aux États-Unis, il y a un optimisme qui est beaucoup plus grand. Alors, c'est des distinctions qui sont taillées à la hache, mais enfin, quand on regarde sur 100 ans, même 150 ans, l'histoire de ces trois nations et de ces trois littératures, je crois qu'elles tiennent assez bien la route. Alors moi, je suis en situation un peu particulière, parce que dans un certain nombre de textes, je n'ai pas été spécialement optimiste, mais dans d'autres, je l'ai été radicalement. Alors voilà, j'ai toujours eu plusieurs casquettes. Merci. Bon, voici l'homme avec un seul chapeau, du coup. Donc, un petit peu pauvre dans cette table ronde. Ah non, vous êtes lecteur, minimalement. Oui, c'est vrai. Enfin, il y a longtemps, j'étais lecteur. Bon, alors... La question, c'est est-ce que l'utiliser la langue française donne des spécificités à l'imaginaire de l'auteur de science-fiction? Alors moi, j'ai découvert la science-fiction par les Américains. Je ne l'ai pas découvert par Jules Verne. J'ai lu Verne, mais Henry, celui qui a écrit Bob Moran. Donc voilà, je suis un peu désolé. Avec un S, ouais. Donc là, je suis littéralement, je commence de très bas. Ensuite, je me suis rendu compte, la science-fiction passe pour quelque chose d'international, c'est-à-dire que n'importe quel lecteur peut s'emparer de n'importe quelle science-fiction du monde entier et d'en acquérir les codes et de plonger dans un bouquin parce qu'on parle des mêmes thèmes finalement. Alors, j'ai découvert les Américains, certes, à l'université, mais traduits en français, donc ils étaient déjà teintés de francophonie, donc je ne les ai pas lus dans le texte. Donc je ne sais pas si les lire dans leur langue aurait changé quelque chose à l'affaire. Probablement que oui. Par ailleurs, je suis d'expression française, mais je ne me définis pas simplement en tant que français. Je suis aussi paysan. Je suis né dans une famille paysanne, ce qui conditionne énormément de choses. Je suis un rural, là. Les ruraux dans la